Merci à la revue Exercer de me donner l'occasion de présenter des travaux que nous avons menés avec un certain nombre de personnes, dont Agathe Edeline qui a présenté ce matin, Vincent Riffaut, David Ciolfi et d'autres. Et je viens du département de médecine générale de Tours. Et nous faisons partie d'une équipe qui s'appelle Éducation, éthique et santé, qui a une approche assez sociologique des choses. Et donc nous avons décidé d'axer l'abord des troubles addictifs sur la notion du repérage. Alors, je n'ai pas de lien d'intérêt particulier, si ce n'est que je suis abonné à la revue, et il m'arrive même de la lire. Alors, en guise d'introduction, comme ma consoeur de l'HAS l'a rappelé, c'est vrai que les troubles addictifs, il faut avoir une approche populationnelle. Mais c'est vrai qu'en est médecin généraliste, nous, on a une approche individuelle. On est avec nos patients dans l'approche entrée patient, la fameuse Marguerite. Donc, ce n'est pas toujours facile de savoir comment assumer ce rôle d'approche populationnelle. On est des soignants de premier recours, on le dit souvent, on a donc un rôle clé, mais on a un rôle clé sur plein de sujets. Donc, au bout d'un moment, ça fait un peu trousseau. Et puis, on a des recommandations avec l'HAS qui étaient remis à jour en 2021. Et c'est vrai qu'il y a un effort de concision. Après, la façon dont c'est formulé est toujours difficile à remettre en pratique parce qu'on part de vers standards, ce que n'utilisent pas toujours nos patients en consultation. Après, il y a les définitions des troubles addictifs selon le DSM-5 ou la CIM-11 récemment qui permettent de bien fixer le cadre nosologique des choses. Et donc, ça devrait nous permettre de pouvoir exercer en toute sécurité en sachant de quoi on parle. Mais comme on l'a présenté hier, il y a le fameux FAT. Même s'il y a des définitions, on n'est jamais assez formé, ni on gagne assez d'argent, ni n'avons assez de temps pour faire tout ça. Après, donc, il y a les DPC. Il y a beaucoup d'internes ici. Donc, il y a la formation initiale, puis la formation continue. Mais les DPC, ça pose toujours la même question. Et puis après, il y a tout un tas d'outils avec le Collège de médecine générale qui a fait un kit d'addiction dont Marc et moi-même faisons partie. Et c'est vrai qu'il faut reconnaître que ça fait des sources qui sont bien faites. Et puis notre collègue de l'HAS nous a rappelé qu'il y a des fiches, des outils, des guides. Et c'est vrai que c'est bien fait aussi, mais le problème c'est que ça s'empile un peu. Et après, il y a la revue Exercer. Il y a la revue Exercer à laquelle il faut s'abonner, bien sûr. Donc nous, l'objectif, ça a été de savoir qu'est-ce qui se passe en pratique finalement. On a tant et tant de recommandations, de fiches, d'outils, de trucs pour nous aider qu'il y a un moment donné, si on n'y arrive pas bien, et les travaux de François Beck, qui est un chercheur du baromètre santé, qui a remontré il y a peu de temps qu'à peine la moitié d'entre nous osons aborder les problèmes d'alcool en consultation, c'est dire si c'est encore plus difficile de parler de cocaïne ou autre. Qu'est-ce qui se passe en pratique? Et donc, quand on veut savoir ce qui se passe, on explore ce que pensent et vivent les gens concernés, c'est-à-dire les patients et les soignants. Donc, quand on essaye d'explorer ce que les gens pensent et vivent, on essaye de faire une approche qualitative par théorisation ancrée. Donc, on a un sujet à traiter et on a été rencontrer des patients suivis en addictologie, donc qui ont été repérés puisqu'ils sont désormais suivis. Et puis, nous avons été rencontrer aussi des addictologues qui sont les médecins qui, du coup, ont en face d'eux des patients qui ont eu tout un parcours, avec des repérages réussis, retardés, précoces ou pas. Puis après, on a fait des approches auprès des patients suivis en médecine générale, ceux qu'on a devant nous, qui sont parfois repérés, parfois qui ne sont pas concernés, puis parfois qui sont concernés mais pas encore repérés. Et puis, bien sûr, les soignants de premier recours, il n'y a pas que nous. Les infirmiers, les dentistes, les assistants médicaux, les pharmaciens, et voilà. Et donc aujourd'hui, on me donne l'occasion de parler de deux articles qui ont été publiés dans la revue Exercer numéro 156, qui était le travail qui s'intéressait aux patients suivis en addicto et aux addictologues. Alors pour les patients suivis en addictologie, donc on a cherché à explorer leur vécu, on a pu dessiner ce que les addictologues appellent une trajectoire ou une carrière addictive. On peut faire carrière finalement. Et on a utilisé un guide de médecine narrative. Je prends juste une minute parce que c'est intéressant même pour les étudiants qui sont ici. On peut utiliser des guides de médecine narrative. Donc il y en a un par exemple qui s'appelle le Mini, qui a fait l'objet d'une publication dans le numéro d'Exercer en 2016. Qui est une façon d'aborder un sujet un peu délicat, mais sous des angles différents. Donc, il y a le raisonnement narratif, c'est un questionnaire, il y a plusieurs étapes. Il y a une première qui est le raisonnement narratif, où on va demander au patient de nous raconter un peu son récit de vie, finalement,
où va se détacher un certain nombre de choses. Et donc les questions, c'est racontez-moi, et puis après, qu'est-ce qui s'est passé, et ensuite. Et puis après, il y a le raisonnement prototypique. Alors c'est là que ça devient un peu conceptuel, hein, parce que dans le raisonnement, je vous ai mis narratif, mais le terme exact, c'est des représentations métonymiques de contiguïté temporelle. Donc, restons sur narratif. Et puis, le raisonnement prototypique, c'est plutôt quelle analogie vous faites entre un problème de santé, et les gens n'identifient pas toujours, comme les questions ont pu le soulever, une consommation comme un problème de santé. Donc, quelle comparaison on pourrait faire? Et je vous donne un exemple. Il y a un patient qui nous a dit, moi, picoler encore plus quand j'étais déjà bourré, c'est un peu comme quand tu n'as plus le permis, que tu conduis vite, tu t'en fous, de toute façon, tu n'as plus le permis. Donc c'était une certaine façon pour dire qu'il y a une fuite vers l'avant. Et puis enfin, le raisonnement causal, ce dont on a plus l'habitude, c'est le pourquoi. Et racontez-moi pourquoi vous avez consommé ceci, comment vous en êtes arrivé à faire cela. Mais ça vient après. Donc ce guide de médecine narrative, je vous le conseille, il permet d'accéder à des choses que nous n'aurions pas sur un entretien classique. Quand on voit les addictologues, on a fait un guide d'entretien plutôt habituel avec des entretiens semi-dirigés et du coup, ça nous a donné tout un corpus de données et on a fait une analyse croisée. Eh bien, ça nous permet d'obtenir ça, c'est-à-dire que je vous ai promis une théorisation ancrée. Donc voilà une représentation théorique qui est un petit peu simplifiée parce que c'est déjà pas simple à regarder. Donc vous avez en haut le discours des addictologues et en bas le discours des patients et donc un parcours de soins sur lequel différents temps d'échanges réussis ou manqués apparaissent. Alors pour que ce soit un petit peu plus complet, en fait, on a continué ces études, donc comme je vous ai dit, en abordant aussi les patients suivis en médecine générale et les soignants de premier recours. Et si on rajoute le discours des paramédicaux, ça fait ça. C'est-à-dire qu'on se rend compte que finalement, on peut multiplier le nombre d'intervenants, on retombe à peu près à chaque fois sur les mêmes choses. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, la première étape, elle est ratée. C'est pour ça que le repérage précoce, c'est très difficile. On a affaire à des gens qui ne sont pas très à l'aise de parler de leurs problèmes de consommation, qui sont un petit peu honteux devant nous. Et puis nous, c'est pas complètement simple quand quelqu'un vient faire un certif de foot de lui demander s'il consomme du cannabis, parce qu'il n'est pas venu pour ça finalement. Donc on aurait presque envie de lui demander, on hésite, puis finalement on ne le fait pas. Et alors les paramédicaux, c'est encore pire, eux, ils se sentent complètement illégitimes, voire inaudibles. Donc ils ne posent pas la question. Et donc chacun reste dans son coin, c'est ce qu'on avait conceptualisé sous le concept de l'autocensure partagée. Le patient s'autocensure et nous aussi. Puis à un moment donné, c'est vrai que le soignant est appelé à faire le premier pas, à poser la question. Le problème, c'est que des fois, il a en face de lui quelqu'un qui, du coup, n'est pas prêt à parler parce que c'est pas le moment. C'est pas le moment et du coup, le moment arrive à un moment où on a conceptualisé ça par une ligne rouge. Alors tout le monde parle du déclic, mais la ligne rouge, finalement, c'est quelque chose d'intéressant quand on s'intéresse au récit de vie des patients suivis en addictologie. C'est que c'est quelque chose qui fait sens dans la vie de ces gens-là, que vous ne pouvez pas deviner, que l'entourage ne peut pas deviner. C'est-à-dire, c'est pas parce que vous avez vu sa mère, sa femme, ses enfants qu'on dit la prochaine fois qu'il vient, parlez-lui, faites quelque chose, docteur, que ça va forcément résonner. Il faut qu'à un moment donné, il y ait cette ligne rouge qui soit atteinte. Et donc, il y a une qui nous a dit, à un moment donné, je me suis vu dans une soirée complètement bourrée, j'ai payé mes seins en plein centre-ville et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu as fait, quoi. Et donc ça, c'était sa ligne rouge. Bon. Chacun sa ligne rouge. Il y en a une, elle est tombée enceinte. Elle s'est dit, c'est à ce moment-là qu'il faut arrêter. Donc ça nous invite aussi à s'interroger qu'est-ce qui fait vraiment sens dans la vie des gens. C'est pas de perdre son boulot qui fait parfois sens. Il y en a un qui nous a dit, moi j'ai perdu mon boulot. Du coup, je me suis retrouvé chez moi à cause de l'alcool. Il a perdu son boulot. Du coup, il avait encore plus de temps pour picoler. Donc finalement, ça n'a rien changé. Et puis après, il faut faire attention à une espèce d'inertie où les choses s'installent. Vous avez ce patient, vous suspectez depuis longtemps, il a une façon de communiquer qui ne vous engage pas à poser la question, et finalement les renouvellements ou les suivis s'enchaînent, et puis il se passe des mois, voire des années. Et donc là, il y a un temps long qu'on doit pouvoir raccourcir. Et puis un jour, il y a ce qu'on appelle, les anglo-saxons disent the reluctance to disclose, c'est-à-dire il y a un moment donné une résistance au changement, et bien elle se lève. Et il y a un dévoilement qui est propice à ce que si vous, soignants, nous, en fait, moi aussi j'essaye, et puis des fois ça rate, mais bon, et ben si on fait ce premier pas,
eh ben, ça peut marcher, il peut y avoir un repérage qui, du coup, rapidement doit s'enchaîner sur une application. Et donc, tout ça pour dire que il faut avoir, parfois, les addictologues nous encouragent à avoir une approche transnosographique, non centrée produit. C'est pour ça que ça interroge sur les tests centrés alcool, les tests centrés tabac, les tests... Mais peut-être avoir une approche non centrée produit. Il nous faisait la suggestion de quelques phrases comme « Est-ce que vous consommez quelque chose dans votre vie pour vous aider à gérer une difficulté ?» Bon, vous allez me dire déjà pour comprendre la question, mais appropriez-la vous. Est-ce que vous consommez quelque chose pour aller mieux finalement? Et est-ce que vous en perdez le contrôle? Ou en tout cas, est-ce que des fois, ça va plus loin que ce que vous voudriez? L'approche individuelle, eh ben, je vous encourage à demander aux gens chez qui il y a manifestement un souci avec une substance, par exemple, qu'est-ce qui vraiment serait pour eux un point de non-retour, un truc à ne pas dépasser? Vous serez surpris d'avoir les réponses. Mais par contre, on ne peut pas le deviner. Des fois, c'est un petit peu bizarre, mais enfin... Et après, l'approche pluridisciplinaire, ça a été dit, et c'est vrai que chaque soignant a son rôle à jouer, et même tous les soignants. Moi, je suis dans une maison de santé, un jour, c'est un kiné qui m'a dit « Tiens, ton patient, dis donc, il était bien, là, il était reposé, on finissait la séance, je le massais, il était détendu. » Et bien, à ce moment-là, dis donc, il m'a dit « Il faut que je vous dise quelque chose que je n'ai jamais dit à mon médecin, j'ai un problème avec l'alcool. » Alors, on était en train de boire le café, je lui ai dit « Oui, et du coup, tu as fait quoi ?» Je lui ai demandé de se rhabiller. Il a été vachement embêté, parce que c'est vrai que ce n'est pas son boulot, mais son rôle, c'est de donner envie aux gens de se confier. Notre boulot n'est pas d'avoir... Les patients ne cherchent pas l'expertise, ils cherchent la bienveillance, ils cherchent le non-jugement. Alors, c'est des grands termes. Qu'est-ce que ça veut dire? Concrètement, ça veut dire qu'ils attendent de nous, soignants de premier recours, qu'on leur donne envie de se confier à nous. Alors, démerdez-vous, et donnez-leur envie de se confier à vous. Ça veut dire qu'il ne faut pas discréditer les patients. Il y a un truc qu'ils nous ont dit tous, c'est d'avoir l'étiquette toxico, l'étiquette alcoolo, l'étiquette du pauvre gars qui... Et ça veut dire qu'il va falloir essayer d'aller les encourager sur des pans de leur vie qui n'ont pas été envahis par l'addiction. C'est une jolie phrase. Et ne pas se disqualifier. Il y a pas mal de médecins, addictologues qui disent « Vous comprenez, les généralistes, vous ne savez même pas ce que c'est que le crack, le machin, ils ne savent pas différencier tel ou tel produit, il y a des nouveaux trucs qui sortent, les drogues de synthèse. » Tout le monde est un petit peu à la ramasse là-dessus. Mais finalement, ce n'est pas ça le plus important. Et nous, simples médecins généralistes ou simples infirmières, simples kinés, simples IPA, même eux, hein, eh ben, on est des ressources qui pouvons être les premières à aborder. Alors, du coup, stimuler la motivation, parce qu'on est quand même sur donner envie de changer de comportement, mais aussi l'implication. C'est-à-dire que si on veut avoir un effet sur le long terme, rapidement, quand on essaie de stimuler la motivation à parler, à faire quelque chose, c'est pour aboutir à un objectif. Il y a pas mal de gens qui disent « Moi, je ne pose pas la question, parce que de toute façon, qu'est-ce qu'on va proposer derrière ?» Et il y a plein de paramédicaux, il y a plein de médecins, et puis il y a même des patients, ils ont dit « Mais les patients, ils ont dit « Mais c'est pas grave, au pire, il ne sait pas. » Il ouvre 2-3 bouquins et c'est parti. Ça, c'est un verbatim véridique. Donc, il faut stimuler la motivation, mais aussi l'implication du patient, c'est vrai, mais aussi des soignants. Et là, ce n'est pas si simple. Les patients n'ont pas forcément envie toujours de se dévoiler à nous, mais nous, est-ce qu'on ne serait pas un petit peu en train de flipper qu'ils se dévoilent aussi? Parce que ça peut nous faire peur. Et donc ça, c'est un projet qu'on porte à Tours, qui est un projet Respire, qui va chercher à essayer de motiver les gens, les soignants que nous sommes, à poser la question des troubles addictifs. Et donc, pour conclure, essayez de rester attentif quand même. Donc les messages clés, finalement, moi je n'ai pas de message clé, j'ai plutôt un mot clé à vous donner. Si j'avais un seul mot clé que je serais heureux que vous gardiez en tête, c'est celui-là, osons. Osons poser des questions autour des troubles addictifs. Arrêtez de pencher la tête. Osons aborder des sujets délicats. En ce moment, il y a une session sur les violences. Les troubles addictifs en font partie. Et je trouve que c'est un beau mot pour finir, pour la revue Exercer, Osons. Je vous remercie de m'avoir fait confiance sur ces 2 articles.
d'avoir osé les publier. Et puis je crois que les présentations qui vont venir osent vous proposer des formats un petit peu plus inédits pour continuer de se former sur ce sujet. Merci à vous. Bonjour. Moi, je suis généraliste en milieu très rural, moyenne montagne. Alors déjà, je voulais vous dire que je suis très contente que vous ayez ouvert un peu la question de l'addiction, parce que l'alcool, à la limite, on le repère assez vite à l'odeur, au comportement, aux habitudes et aux connaissances qu'on a des gens. Moi, ce que je trouve beaucoup plus compliqué, c'est la question du cannabis chez les ados. Parce qu'on les voit rarement tout seuls. Quand on les voit, c'est parce qu'ils nous sont amenés par les parents, parce que il est en chute scolaire et je me demande s'il ne fumerait pas quelque chose. Et débrouillez-vous avec ça, parce que moi, c'est mon ado, j'arrive pas à y mettre les doigts, donc vous, peut-être que vous pourrez habilement questionner, savoir quelque chose. Et qu'est-ce que je fais derrière sur le volant répressif ? Voilà. Donc je suis bien contente que vous ayez ouvert le dialogue et le fait d'oser. Voilà. Merci. Je ne sais pas s'il y avait une question, mais en tout cas, un encouragement. Autour du cannabis, c'est vrai que le professeur Catherine Laporte a fait pas mal de communication sur le sujet, notamment le risque chez les adolescents avec la maturité cognitive qui est impactée. Après, ça pose la question aussi, quand on a un ado, comment on lui parle. Et c'est vrai que, quel que soit notre âge, notre style de médecin que nous sommes, il faut arriver à lui donner envie de se confier et puis peut-être de reconnaître que, oui, il a tendance à fumer, pas que du tabac. Alors comment vous faites, vous? Est-ce qu'il y en a qui osent dire, est-ce que tu fumes des joints? Est-ce que tu prends de la weed? Chacun aura son aisance pour parler de... Mais il faut ouvrir un petit peu la porte et c'est vrai que quand on demande à un adolescent est-ce qu'il prend des produits, ça ne résonne pas toujours quand même. Par contre, quand vous osez lui dire alors combien de joints aussi, eh ben des fois il y a une espèce de jeu, bah oui, et puis il vous lâche un chiffre qui n'est pas forcément le bon d'ailleurs, mais enfin, au moins on a ouvert la porte. Bonjour, merci pour la présentation. J'aurais une question concernant la ligne rouge, savoir si vous conseillez à quels patients vous conseillez de parler justement de cette ligne rouge. Est-ce que c'est à des patients qui ont des consommations occasionnelles ou plus régulières, ou globalement à tout patient qui déclare consommer un petit peu d'alcool? Merci. Merci de votre question. Alors la ligne rouge, c'est parce que quand on a fait cette approche par médecine narrative, est apparu dans le récit de vie que finalement, peu importe les dommages, on parle en termes de dommages souvent en addictologie, qu'ils soient médicaux, psycho, financiers, judiciaires, familiaux, peu importe les dommages qui s'accumulent, il y a une espèce de balance qui est apparu entre, OK, il y a des dommages, mais il y a quand même encore le plaisir de consommer. Et tant que la balance est favorable à continuer de consommer, eh bien, il n'y a pas de motivation à changer. Et la ligne rouge, c'est quand ça bascule. Et du coup, forcément, si on parle de ligne de rouge qui est atteinte, c'est que le repérage, il est plus vraiment précoce, quoi, parce que ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de dommages qui se sont accumulés et que la balance a commencé à basculer. Et ce moment-là... bien sûr qu'il a peut-être plus de pertinence à être posé à des gens qui ont une consommation résistante à toute information, conseil, rappel de la famille, de l'entourage. Peut-être qu'effectivement, quand on arrive à faire émerger la ligne rouge chez les gens, c'est qu'on est déjà dans une consommation un peu installée. Alors si vous dites à quelqu'un qui rechute, là par exemple on est au mois sans tabac, donc j'imagine que tous vos patients ont arrêté de fumer, mais il y en a qui vont rechuter en décembre ou en janvier. Bon... Mais c'est peut-être pas là qu'il faut leur poser la question. C'est peut-être plus sur les consommations. Par contre, en janvier, c'est le Dry January. Ça peut être l'occasion à nos patients qui ont des problèmes d'alcool de dire c'est au mois de janvier. Ça vous donne l'opportunité, un peu la légitimité pour ceux qui avaient besoin de ça, d'aborder le sujet de l'alcool. En janvier, j'ose vous poser la question, puisque finalement, c'est le moment, c'est le mois dédié à ça. Ça ne veut pas dire qu'en février, c'est reparti de plus belle, mais en tout cas... Pourquoi pas poser cette question? Et effectivement, et vous, dans votre consommation d'alcool, c'est quoi qui ferait que vraiment là, il faudrait changer quelque chose?
question ouverte et vous seriez à nouveau surpris de la réponse. Bonjour, merci pour la présentation. Alors j'allais vous poser une question justement et vous êtes en train d'y répondre. S'il y avait sur les gens qui sont dans l'ambivalence encore, si vous aviez des techniques, des nudges à nous conseiller pour les emporter tranquillement vers l'envie d'arrêter. Alors, c'est un addictologue qui nous avait dit ça. Dans cette histoire de balance entre les bénéfices et les dommages accumulés, il y a un moment donné, c'est vrai qu'à l'occasion d'une perte de permis, d'une perte d'emploi ou d'une séparation, enfin quelque chose qui fait que quand même la balance, boum, tout d'un coup, elle bascule du mauvais côté, il y a ce qu'on appelle une fenêtre temporelle propice au dévoilement et effectivement et faire rentrer les gens dans une dynamique de changement. Si on la rate, cette fenêtre temporelle, on ne va pas se surresponsabiliser, mais si elle est manquée, les gens se réorganisent dans leur vie et achètent une voiture sans permis, par exemple. C'est tout con, mais ça marche très bien. Et du coup, la balance se remet dans le bon sens. Et là, on a manqué l'occasion de faire rentrer dans une démarche de réduction des risques, puisque les risques sont réduits et du coup, c'est reparti. Donc, c'est vrai que je ne sais plus ce que c'était la question. C'était des techniques de nudge, justement, pour les coups de pouce. Pour les... Ah, c'est le coup de pouce. Ben voilà, c'est ça. C'est ne pas hésiter. Alors, ça pose aussi la question, et on avait fait une session sur un autre congrès là-dessus, quand est-ce qu'il faut oser parler des troubles addictifs? Et peut-être, à l'occasion d'une perte de permis. Mais combien... Est-ce que vous savez combien de vos patients roulent en voiture sans permis? Ben, ça peut être l'occasion de poser, et puis quand vous voyez quelqu'un en voiture sans permis, lui poser la question de pourquoi il n'a plus de permis. Et donc ça peut être des petits coups de pouce comme ça, des choses qui ne sont pas que devant le 400 de gamma GT. Bonjour, merci pour la présentation. Moi j'avais une question, comment on peut laisser la porte ouverte aux patients pour plus tard, quand on va commencer un suivi? Parce qu'on prend un nouveau patient, on va de plus en plus lui poser la question pour le tabac, les addictions, parfois même les violences. Mais ce patient, on va le suivre, peut-être qu'il nous répond non, je ne bois pas ou non, je ne fume pas au jour J en toute honnêteté, ou même pas parce qu'il n'était pas prêt, comme vous l'avez dit. Mais comment on peut lui laisser en fin de consultation ou dans notre suivi la porte ouverte pour se relancer si à un moment ça lui vient, au-delà du fait, nous, de reposer la question plus tard? Merci de cette question. Il y a le professeur Philippe Binder qui a publié dans la revue Exercer plusieurs articles dans la rubrique Soins qui propose des techniques pour laisser la porte ouverte. Et probablement, ça c'est quelque chose que les médecins généralistes, c'est-à-dire nous tous, avons bien dit dans les différentes études que nous avons menées, c'est que le médecin installé depuis 10 ou 20 ans, quand on lui demande comment il parle d'alcool ou de troubles addictifs d'une manière générale avec ses patients, il nous dit vous savez, moi c'est très compliqué parce que je les connais depuis 10 ou 20 ans, on connaît les enfants, on connaît les parents, c'est très compliqué, on ne va pas poser la question, on les connaît trop bien pour ce genre de questions. Alors après, on a été voir les remplaçants qui nous disent vous savez, c'est très compliqué parce qu'on ne les connaît pas, on ne les a jamais vus, on ne les reverra jamais, alors on ne va quand même pas se poser ce genre de questions, quoi. Donc ça veut dire que... c'était quoi la question? Trouble de l'attention. Ah oui. Comment on laisse la porte ouverte? Voilà. Non, mais t'as pas écouté. Alors c'est ça l'idée. C'est qu'il y a un moment donné, n'importe quelle consultation, aussi bénigne soit-elle, et je trouve moi que la période hivernale est super propice à ça. À chaque fois que vous avez quelqu'un qui vient pour un motif un peu d'une virose rapidement gérée, eh ben ça vous laisse du temps finalement. Moi je suis plutôt pour qu'on ait des consultations avec des motifs qui prennent que 5 minutes, ça nous en laisse au moins 10 pour parler d'autre chose derrière. Et donc c'est ça, ouvrir la porte. C'est-à-dire que les gens, ils ont vu une fois un médecin, il a ouvert la porte sur des sujets, c'est-à-dire que plus tard, on peut garder ça en tête et peut-être qu'un jour il reviendra. C'était la dernière question. Je vous assure qu'on n'a pas payé Maxime pour qu'il place le mot exercice.